Alors, bonsoir à toutes et à tous. Pour ceux qui nous rejoignent, alors je regarde si le compteur affiche du monde. C'est en train d'arriver, oui. Donc, on va laisser un peu de temps, mais en tout cas, donc bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Jean-Michel Guret, je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle conférence organisée par l'IFPEC. Alors, vous étiez nombreux à vous inscrire, donc il n'y a pas eu énormément de relance au niveau des mails, mais donc ça prouve tout l'intérêt que vous accordez à ce sujet. Je vous remercie de consacrer une partie de votre soirée sur ce sujet qui nous concerne tous, celui de la santé mentale des jeunes. Alors que vous soyez psy quelque chose, psychologue, psychiatre, psychothérapeute ou infirmier, enseignant, éducateur, étudiant bien sûr, parents. Il y a beaucoup de parents qui nous ont témoigné leur intérêt ou simplement intéressés par la santé mentale. Eh bien, vous êtes ici les bienvenus. Alors, juste avant de poser la première question, quelques infos pratiques. Cette rencontre est enregistrée. C'est la première question qu'on pose. Donc, toutes les personnes inscrites recevront le replay dès demain. Et si vous n'avez pas reçu le lien du replay, c'est qu'il est passé certainement dans les spams. Donc, je vous invite à aller voir dans les spams et éventuellement après à nous recontacter et je vous le renverrai. Je vous invite également à utiliser le chat tout au long de la soirée pour poser vos questions. Moi, je les reprendrai au bout de l'entretien qui va durer environ 1 heure. Je commencerai par les questions qui sont tout en haut. Donc, si vous posez, c'est le premier servi, le premier qui aura posé sa question, qui sera le premier servi. Voilà. On gardera environ une demi-heure à la fin de notre échange pour répondre au plus grand nombre de vos questions. J'en profite également pour vous demander d'indiquer dans le chat d'où vous nous rejoignez. C'est toujours très sympa pour nous de voir la diversité géographique des participants, et puis de répondre aux différents sondages. Vous en avez un qui vous demande votre profession, et j'en ferai passer 2-3 autres pour mieux vous cerner et cerner vos intérêts. Alors ce soir, j'ai le très grand plaisir de recevoir le professeur Cyril Tarquinio. Je ne vais pas vous faire une présentation exhaustive de son parcours parce que sinon on va y passer, je pense, le temps qu'on avait prévu euh, d'y consacrer, mais simplement rappeler quelques éléments. Donc Cyril Tarquinio est professeur de psychologie, psychologue clinicien, psychothérapeute, spécialiste reconnu du psychotraumatisme et de la psychologie de la santé. Il dirige de nombreux travaux de recherche et a publié de très nombreux ouvrages scientifiques et grand public. J'en ai un récent sous la main, et celui qui nous intéresse ce soir, c'est son dernier livre, Génération à vif, qui est consacré à un sujet particulièrement sensible, donc je vous le disais, la santé mentale des jeunes. Ce livre arrive dans un contexte où les chiffres concernant l'anxiété, la dépression, les conduites suicidaires ou encore les troubles alimentaires n'ont jamais autant interpellé les professionnels comme le grand public. Mais ce livre ne se contente pas de dresser un constat, il nous invite à réfléchir à une question beaucoup plus profonde. Sommes-nous face à une génération plus fragile? Sommes-nous en train d'observer des effets psychologiques d'un monde devenu plus complexe, plus instable et parfois plus inquiétant? C'est également un livre qui est très personnel, je vous invite vraiment à le lire. Il est passionnant et il est vraiment très très intéressant. Alors bonsoir Cyril, merci Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et j'aimerais te poser une première question très simple. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre aujourd'hui? Merci de m'avoir invité ce soir pour parler de ce livre qui est un prétexte, hein. Ce livre, Génération à vif, c'était un petit peu, je dirais, un coup un coup de colère. Voilà, un coup de colère. Parce que, comme tu l'évoquais, j'essaye de faire mon métier correctement, d'universitaire, de chercheur. Mon objet, c'est pas la santé mentale. Mon objet, c'est la santé. Et on aura l'occasion d'y revenir. Et santé mentale et santé physique sont les deux versants de la même médaille. Et j'étais agacé, je crois, l'année dernière, quand j'ai, quand on a
quand les politiques ont posé la question de la santé mentale et de l'année de la santé mentale, petite parenthèse, l'année de la santé mentale, c'est bizarre quand même, parce que est-ce qu'on pourrait imaginer à l'inverse l'année de la santé physique? On voit bien que ce serait aberrant, l'année de la santé physique. On aurait à la limite l'année du cancer, et encore l'année du cancer du sein, l'année du diabète. On voit bien qu'il y a une espèce d'appréhension de la question de la santé mentale qui reste, on veut la déstigmatiser, mais qui reste presque impénétrable quand même, parce que on aurait pu affiner un petit peu les choses dans la manière de poser la question. Et puis l'autre aspect qui était un petit peu difficile pour moi à accepter, c'était cette distinction qui a été encore faite entre la santé mentale et la santé physique. Parce que je suis pas sûr que ça rende service, à proprement parler. Il y a eu quand même des avantages, parce que ça a permis effectivement de parler un peu plus, et ça a permis à certains people, à certaines personnes connues de faire des coming out, hein, et de dire qu'ils étaient concernés par la question de la santé mentale, avec une grande confusion aussi, c'est que la psychopathologie, c'est pas la santé mentale. La santé mentale, l'OMS définit ça assez clairement, hein. C'est globalement un état qui nous permet de globalement nous réaliser, de maintenir un équilibre de vie sociale et professionnelle, hein, de contribuer au développement de la société. Et on peut très bien être dans une bonne santé mentale, ce que je veux dire est très curieux, hein, et pourtant porter une pathologie mentale, hein. Je veux dire, je peux très bien avoir une qualité, une santé mentale d'une certaine manière qui me permette de me réaliser en tant qu'individu, et pourtant être schizophrène. Je veux dire, et c'est-à-dire que les deux ne sont pas antinomiques. Bien. La plupart du temps, ils sont associés, hein. Moi, je connais des patients qui souffrent de grands troubles, de gros troubles, et pourtant ils font leur vie. Pourtant, ils ont un métier, pourtant ils ont une vie sociale. Évidemment, ils s'adaptent, ils s'ajustent. On aura l'occasion de revenir sur la question de l'adaptation. Je veux dire, mais les deux sont pas antinomiques. Quand on revient, et il ne faut pas réduire la question de la psychopathologie, donc de la pathologie mentale, à la question de la santé mentale, les deux relevant de dimensions qui sont pas identiques. Et puis, ce qui m'a surtout ennuyé, vraiment ça m'a vraiment chagriné, parce que c'est le traitement simpliste qu'en ont fait les politiques. J'ai l'occasion de les rencontrer souvent. Je tire pas sur les politiques. Je veux dire, ils s'engagent, ils essayent de faire. C'est pas mon travail de les juger. Je suis qu'un pauvre universitaire et un intellectuel. Je veux dire, parce que on a fait tout un fromage sur la question de la santé mentale. Et quelles ont été les réponses de la société? Quelles ont été les réponses de la société? Alors d'abord, un énième rapport. Je liste dans mon livre les différents rapports. Je les mets juste en note de bas de page, hein, parce que je voudrais pas que le livre tombe des mains. Mais on en est, je crois, au 8e ou 9e rapport sur la question de la santé mentale, et en particulier de la santé mentale des plus jeunes. Et quelle a été la réponse? Et du coup, ça, c'est le cœur de mon raisonnement. La réponse a été: faites de la psychothérapie. Et la réponse a été: on va vous donner accès aux psychothérapeutes. On a même dit: on va inventer des coupes-fils, hein, pour faire en sorte que les plus jeunes aient accès plus rapidement au CMP. On a dit: ben, on va faire en sorte que l'État puisse rembourser la psychothérapie, hein, avec le dispositif Mon Psy. Alors, on pourrait se dire: bah ouais, c'est bien, c'est cohérent. Ben non, c'est pas cohérent. Ça n'a aucun sens à proprement parler. Je veux dire, pourquoi ça n'a aucun sens? Parce que ça veut dire que, implicitement, en donnant ce type de réponse, on considère que, un, la réponse est individuelle. La réponse est individuelle. Or, c'est pas du tout le cas. Deux, que la responsabilité incombe à ceux qui sont les plus touchés, en l'occurrence ici les plus jeunes. En d'autres termes, on leur dit: vous avez, ok, on reconnaît une problématique de santé mentale,
On reconnaît que les jeunes, effectivement, sont plus touchés. Petite parenthèse que je vais refermer, on aura sans doute l'occasion d'y revenir. La santé mentale des plus jeunes, qui sont au cœur de cet ouvrage, de nos enfants, hein, en fait, hein. Faut dire les choses telles qu'elles sont, hein. Les plus jeunes, c'est pas un concept, ce sont nos enfants et nos petits-enfants. Je veux dire, c'est que le reflet de la société en général. Je veux dire, ces jeunes qui vont pas bien, c'est la société qui va pas bien. Bien. Et donc, cette question-là, elle a été simplifiée à outrance et elle consiste à dire, eh bien, si vous allez pas bien, eh bien, prenez-vous en charge et assumez un travail où c'est votre responsabilité d'aller bien ou pas qui est entre vos mains. C'est faux. C'est faux parce que comme on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, on doit situer la question de la santé mentale des plus jeunes dans un contexte complexe, dans un contexte complexe qui est composé d'autant de déterminants qui expliquent la situation de la société, de nos sociétés modernes et de la situation des plus vulnérables qui sont les plus jeunes d'entre nous. Voilà. Et si la seule réponse du politique et de la société, c'est on vous propose de la psychothérapie, alors on est, un, face à une réponse simpliste à un problème complexe, deux, on est face à une réponse idéologiquement située, parce qu'on dit aux gens, je veux dire, ben, vous êtes responsable de votre situation et de votre état, et prenez donc vous en main pour régler les choses, et on vous donne de la psychothérapie, et on rend la psychothérapie par divers moyens plus accessibles, etc., qu'elle soit remboursée ou pas. Et le piège, parce que c'est un piège, je veux dire, pour les psychologues, les psychothérapeutes, les psychiatres, je veux dire, c'est de croire que ils sont la réponse à la problématique. Or, dans mon analyse, ils ne sont que les instruments à ce moment-là d'une posture idéologique. Et les psychologues ne peuvent pas, quel que soit psychologue, psychiatre, on va pas les psy, quoi, le mot, la sphère psy, je veux dire, ne doit pas, ne peut pas, je veux dire, accepter cela. Et bien sûr que les psychothérapies sont importantes. Je veux dire, moi, je développe ici de la recherche sur les psychothérapies. À Metz, nous sommes sans doute un des cœurs, des hauts lieux de la thérapie EMDR en Europe depuis 2001. À l'époque, on se moquait de nous lorsqu'on parlait de psychothérapie EMDR. Je veux dire, mais la question est beaucoup plus complexe, la question est beaucoup plus large. Et le psy, qui peut se sentir valorisé, il retrouve un regain d'intérêt d'un point de vue psychosocial. On n'a jamais autant parlé de psy, de psychologie, de santé mentale, on l'évoquait précédemment. Et évidemment, ça redore le blason de ceux qui, il y a 20 ans ou 30 ans, étaient regardés, je dirais, avec une espèce de condescendance, quoi, hein. Les psychologues n'étaient quand même pas ceux à qui on accordait le plus de crédit. Eh bien, ceux-là doivent refuser de simplifier parce qu'ils desservent leur métier à ce moment-là. Parce que, comme on va l'aborder, la question de la santé mentale, elle s'inscrit, elle est la résultante d'une problématique beaucoup plus large, beaucoup plus complexe. Mais on est ici face à un problème habituel. La temporalité du politique, au fond, n'est pas la temporalité des êtres humains. Le politique doit apporter des éléments de réponse rapides, parfois des problèmes complexes, et malheureusement, en l'occurrence ici, la réponse qui est proposée est non seulement insuffisante, elle est inapropos. Voilà. Alors, tu disais que la santé mentale de nos enfants et de nos petits-enfants reflète celle de la société. Lorsque tu compares les jeunes d'aujourd'hui à ceux d'il y a 20 ou 30 ans, qu'est-ce qui t'interpelle le plus? Euh, eh bien, justement, ce qui m'interpelle le plus, c'est que c'est pas comparable. Voilà. La question, elle est juste là. Alors évidemment, parmi les auditeurs, on pourra dire oui, mais avant. Bon.
Je veux dire, moi, ça me déplaît ça, le «oui, mais avant». Parce que, c'est généralement ceux qui s'en sont sortis qui sont dans «oui, mais avant», hein. C'était avant, on était plus solide, avant, on avait plus de volonté, avant, on avait plus de force de caractère, avant, voilà, avant. Bon, bah, de toute façon, on n'y est plus à avant et les choses ont changé, le monde a changé et aujourd'hui, je dois dire que, c'est pas facile, d'avoir 20 ans. Je suis, prof, donc à l'université de Lorraine, sur le site de Metz et chaque année, j'accueille, mes étudiants, de première année jusqu'à la cinquième ou la huitième année et donc depuis 30 ans, ça fait maintenant 30 ans, j'ai 60 ans, depuis 30 ans, mes premières années ont toujours 18 ans. Bien. Et je vois, quand même, des jeunes qui aujourd'hui arrivent dans un environnement qui n'est plus le même qu'il y a 30 ans. Et je vais donner un exemple. On aura l'occasion de revenir sur d'autres aspects des choses. Pour la première fois cette année, je leur ai dit que je n'étais plus certain que les savoirs qu'ils allaient acquérir, heu durant ces 5 ou ces 8 années de formation à l'université, seraient des savoirs adaptés au monde auquel ils étaient censés se préparer. Et que, l'avènement de l'intelligence artificielle, avec lequel on travaille beaucoup avec ça dans nos travaux de recherche, dans nos on les introduit dans l'enseignement. Mais, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, met à mal, y compris notre métier, y compris des savoirs, qui pourraient être considérés comme des savoirs de spécialistes. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle rend, déjà caduque l'activité du psychologue dans certaines de ses missions. L'IA est bien meilleure. Elle est encore pas très bonne dans le travail de psychothérapie, d'accord? Mais, si je prends la question de la prévention primaire, c'est-à-dire, être capable de, donner de l'information, de prévenir, d'informer sur les risques, de contribuer à éviter à certaines conduites d'arriver. L'IA est meilleure que le psychologue. En termes de prévention secondaire aussi, c'est-à-dire que vous avez des gens qui ont déjà de la dépression auxquels vous essayez d'expliquer la situation, de leur donner des éléments de compréhension, y compris parfois les accompagner dans un travail de stabilisation émotionnelle. L'IA est très bonne, Ouais. y compris dans les aides au diagnostic. L'IA est capable d'articuler, des choses, qui, combinent, un champ de savoir que moi-même je ne maîtrise pas totalement. Je vois dans le chat que l'IA, c'est des probabilités de réponse. C'est pas vrai, c'est pas vrai ce qui est écrit là dans le chat et non des vérités. Je veux dire, aujourd'hui, je peux, en tant que psy, configurer, mon GPT, je veux dire avec une base de données que je peux constituer, qui, effectivement va me donner des éléments, avec des éléments scientifiques. Je vais chercher la science et je la mets à disposition de mon GPT et une science tellement large que mon cerveau n'est pas capable de l'intégrer, même pas à la limite de digérer, c'est notre métier, mais de l'intégrer, de l'articuler. Je veux dire et ça me donne évidemment, j'ai balisé, j'ai un peu organisé le champ de réflexion de l'IA, mais ça me permet effectivement d'avoir des éléments de réponse et d'articulation que mon pauvre cerveau n'est pas capable d'avoir. Et tout ça en 2 ou 3 ans. Parce qu'il y a 2 ou 3 ans, je veux dire, on regardait ça de loin. Donc, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans? C'est-à-dire dans 10 ans, globalement, 5 ou 8 ans, quand mes étudiants d'aujourd'hui vont sortir. Et on a tellement le feu aux fesses
que les universités sont complètement dépassées parce qu'il faut savoir que l'IA et tous ces systèmes-là, on les a pas à disposition. Ça n'est plus dans les universités, hein, c'est dans des services, dans des grosses multinationales qui sont à l'étranger. Donc l'université qui était jusque-là un lieu de savoir a perdu la course en la matière. Je veux dire, et on essaye de rattraper comme on peut avec les moyens qu'on peut. On essaye de le faire, on le fait, on s'adapte, c'est une grosse adaptation, mais on est en retard. Donc, si je prends simplement, parce qu'on pourrait avoir un séminaire sur la question de l'IA qui d'ailleurs t'intéresse aussi beaucoup, je veux dire, rien que ce paramètre-là crée un monde incertain. C'est-à-dire que quand moi j'ai fait mes études, moi je viens d'un milieu ouvrier, mes grands-parents n'avaient pas fait d'études, je savais qu'en faisant des études, j'allais m'en sortir. J'allais transcender ma classe sociale. Je veux dire, je suis désolé. Aujourd'hui, c'est absolument plus le cas. Et c'est pas seulement dans ma discipline. J'ai une de mes filles qui est en droit, et ils ont aujourd'hui des outils spécifiques pour les traitements des dossiers, l'établissement des contrats, etc. Je veux dire, elle-même, je veux dire, elle est avocate au Luxembourg. C'est un vrai problème pour elle. Et demain, son métier aussi va être questionné. Donc on le voit, on va pas s'attarder sur ces questions-là, mais on est aujourd'hui dans un environnement effectivement qui est devenu, et je voudrais commencer à rentrer dans le raisonnement, dans une société qui est devenue liquide. Je veux dire, cette question de la liquidité de la société, et c'est vraiment important. Euh, euh, des gens comme Hartmut Rosa, par exemple, qui est un philosophe, un sociologue, parle de cette modernité liquide. C'est-à-dire, c'est un monde, la société qui est la nôtre aujourd'hui, c'est un monde dans lequel les cadres stables se sont dissous d'une certaine manière. Le travail, les liens, les institutions, les trajectoires, tout devient plus réversible, plus provisoire, plus fragile. Euh, la modernité liquide, c'est pas une image de philosophe, c'est une vie construite sur un sol qui ne cesse de se dérober. Fut un temps, la famille, ça avait du sens. Je dis pas que c'était mieux avant, parce que si on en est, parce qu'il y avait plein de difficultés avant, hein. Les problématiques familiales étaient beaucoup plus complexes, avec des choses qui se sont révélées avec l'histoire. On parlait pas d'inceste, ça n'existait pas. Aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, on voit les adultes que nous sommes qui prennent la parole et expliquent que dans ces systèmes familiales qu'on ne devrait pas idéaliser, il y avait quand même des difficultés. Mais aujourd'hui, si je prends la famille, ça s'est délité. Les repères sont plus les mêmes. Les couples se constituent, les familles se constituent, se séparent, se réorganisent. Ces familles recomposées, vous voyez, au sens de la composition, c'est pas toujours simple. Mais je prends la famille, mais je pourrais prendre aussi l'entreprise. L'entreprise n'est plus une valeur sûre aujourd'hui, je veux dire, dans notre société. D'une certaine manière, fut un temps, il y avait quelque chose, les grandes entreprises, le travail était fiable, même s'il y avait des revendications sociales. Aujourd'hui, je veux dire, bon, je l'ai parlé avec l'IA, mais du jour au lendemain, vous pouvez être dégagé. Aujourd'hui, on n'a jamais autant perdu sa vie en allant la gagner. Je veux dire, moi j'ai connu dans le milieu ouvrier des gens qui allaient, je veux dire, dans la mine, à l'usine, c'était des métiers difficiles. Aujourd'hui, on va plus sous terre, on n'a plus à l'usine, si, beaucoup y vont encore. Mais on travaille en col blanc, mais on n'a jamais eu autant de burn-out. De souffrance au travail. La question de la souffrance au travail, c'est le mal de la fin du XXe siècle.
C'est-à-dire que, il y a quelque chose là, effectivement, qui vient, au fond, insécuriser les jeunes. C'est plus une valeur sûre. D'ailleurs, on se dit: «Oui, ils s'investissent pas dans le travail comme on l'a fait, ils sont plus motivés comme avant». Mais ils ont raison! Je veux dire, au fond, et je veux dire, c'est eux qui ont raison parce que tout ça peut se casser la figure du jour au lendemain. Du jour au lendemain, vous pouvez être, considéré comme incompétent. Je veux dire, et de ce point de vue-là, il y a quelque chose d'une reconnaissance friable de notre place dans l'entreprise, dans la société. Et puis, je l'évoquais, je parlais de l'IA, mais au fond, c'est l'accélération technologique dont il s'agit. Je parlais de monde liquide, mais il faut parler d'accélération. Heu, quand on est quand même, c'est la première fois Heu, que l'outil devance l'humain. Je veux dire, c'est ça l'accélération, l'accélération technologique. On n'a jamais connu ça dans l'histoire de l'humanité, jamais. Je veux dire, l'IA, et la technologie en sait plus que moi, et dans mon domaine, même si j'ai encore moi une certaine expertise par rapport à ce que raconte l'IA et aux bêtises qui sont racontées. Mais pendant combien de temps ça va durer? Donc, au fond, ici, la technique n'apparaît pas comme un simple progrès, en fait, et c'est ça qu'il faut comprendre. Elle apparaît comme une puissance de déplacement, presque, je dirais, une puissance d'expulsion, et ça, on l'a jamais rencontré. C'est-à-dire que ce que l'on savait faire hier peut devenir obsolète. Avec une rapidité qu'on n'a jamais, jamais rencontrée comme ça. Dans les années 70, on se rappelle de l'avènement 80, de l'avènement de l'informatique, ça avait été déjà un vrai choc. Mais là, là, c'est encore, ça n'a rien à voir. Ce que l'on maîtrisait, ce que l'on maîtrise peut demain devenir insuffisant. Et l'idée, voyez, c'est ça qui est intéressant pour le prof que je suis, intéressant et terrifiant. C'est que, heu, nos jeunes, mais nous aussi, quand je dis la jeunesse, c'est le reflet de la société, on ne doit pas juste apprendre, pour grandir. Ce fut l'histoire de l'humanité jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, le deal est beaucoup plus grave. On doit apprendre pour ne pas disparaître. Voilà. C'est d'une autre nature, c'est un autre enjeu. C'est-à-dire que la la technologie, heu, n'est pas seulement, comme elle fut le cas pour notre génération, ma génération et celle d'avant, elle n'est pas seulement un gain d'efficacité. Elle l'a été depuis le début la fin du 19e. Elle est devenue aujourd'hui, je dirais, un facteur d'insécurité psychique. Heu Parce qu'elle avance plus vite que la capacité qui est la nôtre, des individus, des sujets, à lui donner du sens. Et au fond, ce qui est terrible, ce qui blesse, je dirais, c'est pas seulement de devoir apprendre, parce qu'au fond, c'est l'histoire de l'humanité. C'est de sentir que ce que l'on a mis des années à construire peut devenir inutile en quelques mois. Trouvez-moi un moment dans l'histoire de l'humanité où on a été confronté à ça. Vous en trouverez pas. Je parlais de liquide, je parlais d'accélération, technologique, mais il y a une autre accélération, c'est l'accélération sociale. Je veux dire, au fond, les repères changent plus vite que les individus. Voilà. Au fond, les métiers changent, je l'ai dit, les institutions changent, notre manière de communiquer change, les modèles de la réussite changent, et le sujet doit effectivement se reconfigurer
en permanence pour, rester à jour. Et alors c'est très intéressant parce que c'est l'adaptation permanente. Alors on pourrait se dire: «C'est formidable, c'est l'adaptation permanente, hein». Je veux dire, ben non, c'est pas formidable. Parce que je veux dire, l'adaptation permanente dans un modèle, dans une idéologie, et j'ai pas de parti pris politique quand je dis ça, j'essaie juste de regarder le social comme il se développe. L'adaptation permanente, c'est laisser les individus, seuls, et les amener à mobiliser des ressources nouvelles pour s'ajuster. On y reviendra un peu plus tard. Et on pourrait se dire: «C'est extraordinaire». Bah, ceux qui n'y arrivent pas, et ben, c'est la sélection naturelle. Mais à un moment donné, on va tous y passer, parce que s'adapter en permanence, c'est épuisant Mmh. psychologiquement et physiquement. Qui qu'on soit, qui qu'on soit, c'est épuisant. Le monde ne laisse plus le temps de digérer ce qu'il exige. On ne demande plus aux gens seulement de travailler, on leur demande de se reconfigurer en permanence, de s'adapter en permanence. Et ça aussi, je veux dire, c'est une composante, complètement nouvelle auquel jusque-là, dire on n'avait jamais été confronté. Et vous voyez, cette dimension sociétale, je veux dire, est une composante de ce qui nous arrive, et de cet épuisement, auquel chacun d'entre nous, est confronté ou risque d'être confronté. Et quand on a 20 ans, je veux dire, bien sûr, on ne l'intériorise pas comme je le dis, hein, on ne parle pas de Hartmut Rosa, bien sûr, on ne parle pas de l'accélération, mais je veux dire, on le sent à l'intérieur de soi, on le voit à l'extérieur de soi, cette insécurité-là, cette liquidité-là. Je veux dire, et allons plus loin. Quand j'ai fait mon service militaire, c'était la guerre en ex-Yougoslavie. Bon, je veux dire, mais on savait que c'était loin, on savait qu'on n'irait pas. Là, on est dans une société, je veux dire, où, même la guerre est à 2 pas. Vous voyez? Je veux dire, et où il y a un risque permanent. Je veux dire, où il y a une espèce d'insécurité. Voyez? Et de ce point de vue, c'est, quelque chose effectivement qui est, particulièrement, délétère. Et je vais rester, peut-être, sur cette composante environnementale, parce qu'elle me paraît vraiment importante. Quand j'ai écrit ce livre, j'ai essayé de mettre sur la table tout ce qui, c'est pas juste la réflexion de Cyril Tarquiniou, on s'en fout de Cyril Tarquiniou. Je veux dire, j'ai essayé de lire. Je crois que je sais lire la science, pas seulement la science qui est la science psychologique. J'ai essayé de lire la science qui parlait de santé mentale, et la science qui parle de santé mentale, est loin de là, c'est pas seulement la science qui parle de psychologie. Et je me suis intéressé, aux effets de l'environnement sur la santé mentale. Et j'ai regardé de très, très près la littérature là-dessus. Et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe, des choses qui pourraient être triviales, mais qui ne le sont plus, hein. C'est que plus un environnement est pollué, notamment en microparticules, alors on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a différentes tailles de microparticules, plus cela va impacter le cerveau, et plus cela va, impacter le cerveau à des moments très particuliers de la vie. C'est le jeune âge jusqu'à la fin de l'adolescence, hein, et surtout les premières années, mais la fin de l'adolescence, c'est 18-20 ans d'un point de vue du développement, physique, hein, et les plus âgés. Et comment ça impacte le cerveau? C'est-à-dire que certains microparticules vont pénétrer dans le cerveau et vont impacter les structures cérébrales qui, justement, sont celles qui sont concernées par la problématique de la santé mentale. C'est-à-dire, on va altérer, on y reviendra tout à l'heure quand on parlera d'adversité, tout ce qui concerne le préfrontal, donc
le cerveau préfrontal qui est d'une certaine manière une instance de régulation des émotions. Voilà. On va déréguler d'autres instances dans le fonctionnement cérébral qui sont celles qui sont au milieu du cerveau qu'on appelle le système limbique. Pour aller simple, globalement, le système limbique, c'est les émotions, la peur, la détresse, et cetera. Donc c'est géré par des structures cérébrales très spécifiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, hein. Et c'est comme une voiture avec un frein, un accélérateur. L'accélérateur, c'est les émotions, et le frein, c'est le cortex préfrontal. Et effectivement, là, je pourrais me dire, par exemple: «Bah, là, qu'est-ce que je fais dans cette conférence? Je vais être stressé, on va me juger». Je veux dire, ça, c'est mon système limbique qui parlerait, mais mon cortex préfrontal, il dit: «Bah non, c'est ton travail et puis ça te fait plaisir de raconter», donc ça se régule. Et le problème, c'est que on a montré que les microparticules qui venaient impacter le cerveau, venaient impacter cette structure du cerveau, cette partie du cerveau qui, je veux dire, était dans l'incapacité, qui était la seule à justement réguler les émotions. Et que donc l'environnement, et la pollution impactaient les états émotionnels. J'ai une collègue au laboratoire qui est venue présenter un travail il y a quelques années. Elle a rejoint d'ailleurs l'équipe depuis. Et elle s'est intéressée, elle a superposé différentes cartographies numériques. Alors c'est du big data, c'est très compliqué à faire, il faut beaucoup de moyens pour faire ça. Et donc elle a superposé les cartes de Météo France, les cartes, de la pollution en métropole, hein, puisqu'on a ça, vous avez des capteurs de pollution partout en France, et elle a superposé les cartes de consommation de médicaments. Bien. Et donc, elle a montré que, en fonction des variations de la météo, donc la température, l'humidité de l'air, la pression atmosphérique, les microparticules, soit ceux qui étaient libérés dans l'atmosphère, soit ceux qui étaient déjà dans le sol, eh bien, remontaient dans l'atmosphère. Je veux dire, étaient, respirés ou en contact de la peau, je veux dire, par les individus. Donc elle a superposé les caractéristiques de météo et les caractéristiques de pollution, et elle a montré que, en fonction des caractéristiques de la météo, eh bien, ça donnait lieu à certains types de consommation de médicaments. En lien avec des maladies chroniques, alors sur les maladies respiratoires, on arrive bien à comprendre, mais sur les maladies cardiovasculaires, on comprend un peu moins, sur le diabète, on comprend un peu moins, sur les maladies inflammatoires, on comprend un peu moins, et sur les troubles et consommations de psychotropes. Donc, on a un environnement, je veux dire, aujourd'hui, qui est aussi un facteur de risque à la survenue de, de ces troubles, psycho-émotionnels. Ouais. Donc, c'est-à-dire que l'air qu'on respire est un facteur qui va, rendre les gens plus vulnérables, et d'autant plus qu'ils sont plus jeunes. Sans compter que, autre parenthèse qui mériterait un développement en soi, le microbiote, dans le bol, dans l'estomac, est aussi un facteur de risque. Actuellement, des collègues à moi ont travaillé sur, l'effet des probiotiques, sur l'anxiété des rats. Et on a montré que des compléments en probiotiques, avaient des effets sur les troubles anxieux des rats dans certaines situations. Voilà, bon. Et actuellement, on vient de déposer un projet, aujourd'hui il a été déposé, parce que l'objectif c'est de transposer, c'est ce qu'on appelle de la recherche translationnelle, c'est de transposer la prise de prébiotiques, parce que les probiotiques qu'on a sur le marché, ils sont pas bons. En tout cas, c'est ce que mes collègues biologistes racontent. Moi, je suis pas assez expert pour ça. Je veux dire, les principes actifs sont la plupart du temps déficients. Et c'est difficile de manipuler les probiotiques, sauf en laboratoire. Donc, vous voyez, même dans la recherche, on travaille actuellement sur les prébiotiques qui sont beaucoup plus stables. Et donc, l'idée, c'est de montrer comment une prise en charge psychothérapeutique, ici c'est de la thérapie EMDR, dans la prise en charge de certains troubles anxieux. Donc va avoir deux groupes, deux bras, un groupe de gens avec des troubles anxieux qui vont bénéficier d'une thérapie EMDR, et un groupe de gens qui vont bénéficier d'une thérapie EMDR, plus de compléments, alimentaires, enfin de compléments en prébiotiques plutôt, d'accord? Et l'idée c'est de dire que la thérapie
eh bien, il va y avoir un effet additif, que le prébiotique va potentialiser les effets de la psychothérapie. Vous voyez? Donc, la question de la santé mentale, elle est aussi en lien avec ce qu'on mange. Vous voyez? Mmh. Avec la capacité de réguler aussi le bol alimentaire. Et on a plein de travaux qui montrent, c'est trivial, hein, aujourd'hui, que, alors les travaux ont évolué depuis 20 ans, mais David Servan-Schreiber avait écrit dans Guérir d'ailleurs, ô combien les oméga 3 avaient un effet. Les travaux ont bien évolué depuis, mais par exemple, effectivement, plus une société s'occidentalise, on le sait, moins la consommation d'oméga 3 est importante. Je veux dire, et plus on a effectivement des problèmes de dépression, de troubles anxieux. Et on commence à comprendre la mécanique, hein, qui lie les deux. Donc, et je vais introduire une troisième dimension qui montre que, évidemment, c'est compliqué, mais on doit pas, on peut pas, mais c'est pas qu'on peut pas, on ne doit pas faire simple. C'est la question de la nature. Je veux dire, on a aussi une, mais ce sont des milliers d'articles aujourd'hui et de publications scientifiques qui montrent comment le fait de vivre dans un environnement proche de la nature a des effets protecteurs sur le plan psycho-émotionnel. Comment le fait de se promener dans la nature a des effets en termes de traitement de l'information, parce que notre cerveau, depuis la nuit des temps, il est habitué à traiter des informations de nature. Et il les traite d'ailleurs, quand on regarde un cerveau qui traite un paysage de forêt, la manière de traiter l'information n'est pas la même que quand vous regardez une ville avec des bâtiments. Notre cerveau, depuis la nuit des temps, il est habitué à traiter une information particulière, et on commence à comprendre comment ce type de traitement peut influencer, y compris le traitement des informations émotionnellement négatives. Et puis, on a montré qu'il y avait des essences dans les forêts. Et que ces essences, eh bien, elles avaient des effets sur la santé mentale. J'ai monté un DU, là, il y a quelque temps, où on s'intéresse à l'homéopathie, à la phytothérapie, aux huiles essentielles, avec la fac de pharma de Nancy, dans la prise en charge des troubles anxieux, des troubles dépressifs, avant de passer à une médication de type anxiolytique ou antidépresseur. Donc, on voit bien que si on s'intéresse, et je n'ai rien dit du sujet, encore une fois, c'est ça qui est intéressant, c'est que je n'ai fait que parler que de l'environnement social et sociétal, de l'environnement familial, de l'environnement social, de l'environnement professionnel, de l'environnement sociétal, de l'environnement au sens large. Et que rien que ces paramètres-là, qui ne sont pas intrinsèquement déterminés, sont autant d'éléments qui doivent être pris en compte pour comprendre pourquoi les gens vont pas bien, psychologiquement et physiquement. Et que, et que, à vouloir faire l'économie de ce contexte-là, eh bien, on simplifie à outrance les choses. Et on réduit les choses à une espèce de psychologisation du problème qui est caricaturale. C'est pourquoi proposer seulement, et attention, faire de la psychothérapie, on en reparlera tout à l'heure, c'est très bien, mais je veux dire, à un moment donné, je veux dire, il faut aussi se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce monde dans lequel on a Mmh. posé nos enfants, quoi? Je veux dire, et dans lequel nous-mêmes on s'est développé. Et en quoi ce monde-là, je veux dire, est aussi un des leviers majeurs qui fait qu'ils vont pas bien. Et quand on dit quelle différence entre aujourd'hui et avant, mais ça fait partie de ces éléments. Il y a 30 ans, il y a 50 ans, on n'était pas dans le même monde. Oui, il y avait d'autres contraintes, j'en conviens. J'en conviens que sans doute que d'un point de vue alimentaire, d'un point de vue des connaissances, d'un point de vue de l'évolution de la médecine, bien sûr, on avait moins de connaissances, bien sûr, mais en même temps, on a évolué sur un certain plan et en même temps, sur l'autre, ça s'est dégradé. Et cette dégradation-là, je veux dire, on ne peut pas en faire l'économie. Alors évidemment, la réponse du politique, elle devrait être beaucoup plus complexe. Et elle devrait, au fond, venir
je dirais, interroger l'organisation sociale. Et là, c'est trop compliqué, là, c'est impossible. Là, ça demande des changements de paradigme idéologique. Je veux dire, et là, évidemment, il n'y a plus personne pour faire des préconisations. Je veux dire, donc on réduit les choses à leur plus simple expression et on va proposer aux gens d'aller se faire soigner tout seul, quoi. Mais il y a quand même des leviers sur lesquels on peut agir. Sur l'alimentation. Je veux dire, quand on voit nos jeunes dans les universités, par exemple, qui n'ont pas toujours les moyens de se nourrir comme il faut, quand on voit qu'il y a un tel clivage dans la société, je veux dire, pour des gens qui ont accès à des produits de qualité ou pas, je ne parle même pas du bio ou pas, je veux dire, ça joue sur, sur leur santé. Je veux dire, c'est ça le modèle de société. Sur l'air qu'on respire, alors qu'on tergiverse encore pour tel ou tel produit phytosanitaire, etc., etc. Je veux dire, ça, c'est une question majeure de contexte, hein. Mais c'est qu'un élément et peut-être qu'on va en aborder d'autres Ce tout que je à voudrais l'heure. dire, Voilà. oui, aussi, c'est que ton livre rentre vraiment dans le détail. Là, tu étais effectivement sur le macro, mais moi, ce qui m'a vraiment interpellé, par exemple, quand on rentre dans le détail, c'est l'effet délétère des réseaux sociaux sur la construction identitaire des plus jeunes. Je pense aux préadolescents et adolescents qui sont confrontés à des choses auxquelles nous, notre génération, n'était pas confrontée, comme par exemple, on se comparait avec les gens qui étaient au-dessus, mais on se comparait aussi avec les gens qui étaient en dessous, ce qui n'existe plus. Et même, Complètement. tu parles aussi, tu soulignes le phénomène des jeunes qui se comparent à une fausse image d'eux-mêmes qu'ils obtiennent avec des filtres. Tout à fait. Et là on est encore dans un environnement social nouveau. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, ça, on n'a pas connu. Je veux dire, et aujourd'hui, on est bien embêté, hein, je veux dire, par rapport à ça. Qu'est-ce que ça implique? Ça a l'air anecdotique, évidemment, pour les vieux qu'on est. Je veux dire, nous, on est sur notre pauvre Facebook, là, je veux dire, et on a l'impression d'être à la page. Mais je veux dire, c'est pas comme ça que ça marche. Je veux dire, les réseaux sociaux, c'est l'industrialisation de l'adaptation. Je pèse mes mots. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, au fond, Winnicott, que certains connaissent, Winnicott était un spécialiste de la famille et de l'enfant, et Winnicott avait montré que un enfant, lorsqu'il grandit dans un environnement trop exigeant, trop froid, trop imprévisible, hein, avec des parents qui sont pas toujours à la hauteur, au fond, il va s'adapter et il va renoncer à sa spontanéité. C'est-à-dire qu'il va arrêter d'être lui-même et il va présenter à ses parents une autre version de lui-même plus acceptable. C'est-à-dire qu'en fait, on va pas trop en rajouter, on va aller dans le sens de ce qu'attendent les parents. Donc vous voyez, il y a une espèce de recomposition de son image de soi. C'est ce qu'on appelle le faux self. C'est-à-dire que en psycho, on connaît ça depuis très longtemps, le faux self sont ces enfants qui sont plus des enfants, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont intériorisé les contraintes de l'environnement et ils sont dans une adaptation permanente, je veux dire, pour voilà, sauver leur peau, s'ajuster, pas en rajouter, etc. Et donc ça veut dire qu'ils sont en permanence attentifs à ce qui se passe. Donc ce sont plus des enfants, puisque les enfants, c'est l'insouciance, hein. Donc ces enfants-là, ils s'adaptent. Vous voyez, on reviendra sur la question d'adaptation. Alors, ce faux self, attention, c'est pas un caprice et c'est pas un mensonge, c'est une défense, d'accord, dans la psychologie de l'enfant. C'est au fond une manière de préserver le lien quand être soi devient trop risqué. Voilà. Et c'est ce qu'on fait dans la famille. C'est très intéressant comme raisonnement. Eh bien, les réseaux sociaux, ils n'ont pas inventé le faux self. Les réseaux sociaux ont industrialisé le faux self. C'est pas pareil. Là où autrefois il fallait, je dirais, s'adapter à quelques figures proches, le regard de la copine en bas de l'immeuble ou dans la cour d'école, un copain, je veux dire, qui effectivement dont il fallait se méfier. Ici, il faut dans les réseaux sociaux, désormais s'ajuster à une multitude de regards invisibles et permanents, et des regards évaluateurs. Le sujet, les jeunes apprennent très tôt à produire
une image de lui-même qui soit à la fois montrable, aimable et validable. Oui. Et ça, c'est fou, quoi. C'est la mise en scène permanente. Voyez? Je veux dire, et c'est la mise en scène permanente de soi. Et ici, exister pour ces jeunes, ça devient une performance. Exister, c'est performer. C'est-à-dire qu'il suffit, il s'agit plus seulement d'être regardé, il faut se présenter, se cadrer, se corriger, se publier, se maintenir dans le champ de la visibilité. L'adolescence qui avant était un temps d'essai, un temps de maladresse, je dirais un temps de version provisoire de soi. Quand j'étais jeune, alors, ça pourrait paraître étonnant, mais j'avais les cheveux frisés et je m'étais essayé pendant un temps à avoir des cheveux frisés. Après, j'avais une autre coupe. C'est-à-dire que j'avais un certain style et puis le style a évolué. Et quand on regarde les photos, on se dit qu'est-ce qu'on était ridicule. Mais au fond, il y avait la sécurité pour le faire. Ici, au fond, comment dire, euh, on n'a plus droit à cela. Ils ont plus droit à cela. Et d'une certaine manière, l'adolescence devient une scène, sur laquelle il faut déjà savoir jouer son rôle. Et ça, c'est très, troublant, d'accord? C'est-à-dire que, l'idée, c'est de pas seulement, comment, vivre les choses, l'idée, c'est de vivre les choses en se demandant comment cela sera vu. Donc, on n'est jamais en phase avec soi. Avant, l'adolescence, c'était un brouillon. Aujourd'hui, c'est devenu une vitrine. Le jeune ne vit plus seulement sa vie, il apprend à la mettre en scène. Cyrulnik me disait, vous savez, les choses ont changé. Il me dit, il y a 20 ans, on me prenait en photo. Aujourd'hui, on fait des selfies avec moi. Voyez? Et donc ça, c'est vraiment c'est une contrainte extrêmement forte, permanente, une angoisse permanente. Et comme tu l'évoquais tout à l'heure, dans cette période de vie qu'est l'adolescence, pour se construire, on fait appel à des processus d'identification. C'est-à-dire que, je vais prendre mon exemple parce qu'il est rigolo, quand j'étais jeune, j'avais un poster de Rambo dans ma chambre. Qu'est-ce qu'il était musclé! Alors je faisais du sport, je voulais le ressembler à lui, c'est-à-dire que je m'identifiais à lui. Ça, on a des figures d'identification. Alors heureusement, on n'a pas que Rambo, quoique c'est un personnage complexe, mais je veux dire, on a des adultes, des figures qui sont des références auxquelles on s'identifie. Bon. Mais heureusement pour moi, j'avais des copains, des vrais copains, en chair et en os. Et ces copains, ils avaient aussi une aspiration d'être comme Rambo, mais ils étaient comme moi, ils n'arrivaient pas à avoir la même musculature. Et ça m'a sauvé. C'est-à-dire que dans le premier cas, j'ai ce qu'on appelle un processus d'identification verticale. Je m'identifie à un idéal. Et effectivement, cette identification verticale, d'une certaine manière, ça me donne c'est un moteur, une aspiration. Mais heureusement que j'ai des processus d'identification qui sont horizontaux, parce que ça me permet de me dire, bah, c'est pas grave de pas arriver à ressembler à Rambo. Tu es pas si nul que ça, parce que tes copains, en fait, c'est la vraie vie. Ton père, regarde, il a du ventre. Ton oncle, regarde, il a pas de cheveux. Et je veux dire, ça me permet de relativiser l'identification à l'idéal et de m'ajuster d'un point de vue identitaire. Donc, l'équilibre entre identification verticale et identification horizontale, avec des semblables, avec des gens à qui on grandit, eh bien, permet de réajuster les choses. Or, l'univers numérique a complètement déréglé cet équilibre. Le jeune ne se compare plus à quelqu'un qui lui ressemble, à quelqu'un qui doute, qui hésite, qui grandit avec lui. Il se compare, je dirais, à des images sur les sites, les réseaux sociaux, des images optimisées, filtrées, scénarisées, pardon. Et il ne rencontre plus ses semblables tels qu'ils sont en chair et en os. Il affronte des standards. Dès lors,
l'identification dans ces processus-là cesse d'aider à se construire et elle devient, à l'inverse, une machine à se sentir insuffisant. Et ça aussi, Mmh. c'est une nouveauté. D'ailleurs, on ne se compare plus, je dirais, à des personnes réelles, mais à des fictions visuelles. Et au fond, ça, je veux dire, ça nous met dans quelque chose qui vient altérer l'image qu'on a de soi, la confiance qu'on a en soi. Ça fragilise l'ego. Voyez? Et quand vous rajoutez à cela, une famille désorganisée où il y a pas de communication et c'est quoi la communication? C'est aussi la possibilité de s'ajuster, de 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 faire rentrer le réel dans des univers virtuels. Eh bien, on est seul, pas caricaturé, mais quand même, dans beaucoup de cas, on est seul face à un monde qui nous renvoie que qu'on n'y est pas et qu'on ne peut pas y être. Et c'est pas seulement l'adaptation permanente, c'est la mise en scène permanente de soi. Mais c'est tuant de se mettre en scène en permanence. C'est tuant parce que moi, le soir, quand je rentre, c'est pas le cas, mais je vais mettre mes chaussons, mes chaussettes en laine et mon pyjama à rayures et puis je suis bien, voilà. Et là, il y a plus l'espace pour ça. Donc il y a plus de pause de ce point de vue-là. Au fond, le vrai danger n'est pas seulement de se montrer trop. Le vrai danger, c'est de finir par ne plus exister qu'à travers ce que l'on montre et que, il y ait un gap entre cet idéal de soi qu'on montre, qu'on met en scène et ce qu'on est. Et plus ce delta est important, plus ce delta entre ce que je suis et ce faux self est important, plus c'est un espace de grande vulnérabilité dans la construction identitaire. Alors je vois défiler des questions parce qu'on arrive à 1 heure. Heu, les solutions, c'est quoi, en fait? Alors, on arrive à 1 heure, mais j'ai pas encore développé le cœur, hein. Donc, il faudra qu'on se revoie, parce qu'il y a quand même là, j'ai donné que des éléments environnementaux, hein, et je crois que ça mérite qu'à peut-être à un autre moment, on rentre dans le cœur dans la deuxième partie, quoi, hein, je veux dire, qui est celle des dimensions intra. Alors, qu'est-ce qu'on le on fait quoi? Je veux dire, c'est compliqué parce que moi, je suis, psy, quoi, hein. Je veux dire, je suis chercheur, et j'essaye de comprendre, ce qui se passe. Alors, je vais pas me défiler non plus, hein, bien sûr. Je veux dire, le propos, il mérite qu'on se défile pas. Bien. Alors, malheureusement, je peux pas changer la planète, bien, et je peux pas changer la société. Mais on peut changer des choses. Quoi, par exemple? Déjà, voyez ce qu'on fait ce soir-là. Sensibiliser, rien que la question des adultes, à la question, des réseaux sociaux. Ça me paraît être un élément extrêmement important parce que si on comprend pas la dynamique psychologique, qui, arrive, comment dire? Qui arrive, dans cette perspective-là, je veux dire, on n'est pas à même de comprendre les effets néfastes. Alors évidemment, hein, vous allez me dire: «Oui, mais tout le monde ne souffre pas de ça». Mais bien sûr, vous avez raison. Je veux dire, ça ne concerne pas tout le monde et peut-être que ça concerne une minorité des gens. Mais moi, c'est cette minorité-là qui m'intéresse. Je veux dire, parce que, c'est pas tous les jeunes qui vont mal, hein, c'est à peu près 20 à 30. Moi, c'est ces 20 à 30 là qui m'intéressent. Ceux qui vont bien, ils vont bien. Je veux dire, mais ceux qui vont pas bien, je veux dire, chez qui on isole des problématiques, psychopathologiques, je veux dire, évidemment, je veux dire, c'est eux qui vont pas bien. Et donc, il y a une éducation aux réseaux sociaux des adultes, mais aussi des jeunes. Et là, actuellement, je veux dire, ça commence à peine à l'éducation nationale. D'ailleurs, on demande tout à l'éducation nationale. Je veux dire, mais c'est effectivement, de faire une vraie éducation, à l'utilisation des réseaux sociaux. Ça, c'est la première chose. Ça me paraît vraiment essentiel et moi, je tombe de ma chaise parfois, hein. Je veux dire, on a des collèges et des lycées
qui décrètent et décident de plus en plus, ils sont courageux, hein, et là maintenant l'État s'en mêle, de faire en sorte que les téléphones portables soient interdits à l'école. Et vous avez quand même des parents qui se mobilisent et qui disent que c'est scandaleux, que c'est une atteinte à la liberté individuelle. Mais je veux dire, c'est d'une absurdité sans nom. Je veux dire, en interdisant, et je crois qu'il faut interdire, il faut que l'école devienne un sas, le seul sas sans doute qu'on va mettre à leur disposition, où il n'y a plus de réseaux sociaux, où il n'y a plus d'interface numérique, où enfin il y a des vrais gens en face de nous. Parce que on a tous des millions d'amis sur les réseaux sociaux, mais non d'une pipe, qu'est-ce qu'on est seul parmi les autres, quoi. Déjà que c'est pas facile d'être seul, mais être seul parmi les autres, franchement, c'est encore plus dur, quoi. C'est la double peine. Mmh. Eh bien, c'est ça, c'est de réintroduire de la compétence relationnelle. C'est, vous regardez, vous regardez à la sortie des lycées, c'est pas peine d'être psy pour ça. Vous regardez les gens à la sortie des lycées. Ils sont les uns à côté des autres, comme les couples au restaurant, ils sont sur leur téléphone. Je veux dire, l'école peut créer ce qui était pour nous, vous savez, aujourd'hui, pour aller dans la nature, il y a des parcs, hein, il y a des parcs forestiers parce que, qui ont été protégés, maintenus, des sas pour respirer. On a des parcs animaliers où on laisse à la nature parce que sinon on a tout abîmé. Peut-être qu'il va falloir qu'on trouve des espèces de zones protégées, des espaces non numériques. Tellement on a une société qui marche sur la tête. Eh bien, l'école doit continuer et doit avoir le courage de dire non. Il n'y a plus de numérique à l'école parce que de toute façon, on n'est pas là pour ça. Et c'est aussi un espace de réapprentissage des relations sociales. Et ça me paraît crucial de créer ces pauses-là. Et ça se discute même pas. Ça se discute même pas. Sans compter, et là c'est l'universitaire qui parle, comment ça les abrutit. Je veux dire, vous avez des jeunes aujourd'hui qui sont dans l'incapacité à fixer leur attention. Il y a une saturation cognitive quand ils scrollent sur TikTok, où c'est des messages courts. Et aujourd'hui, on le voit au lycée, on le voit à l'université. Les élèves n'arrivent pas à maintenir leur attention plus que 20 ou 30 minutes. Au-delà, ils décrochent. Leur cerveau, lire un livre, c'est devenu difficile parce qu'il faut fixer son attention. Je veux dire, et leur manière de traiter l'information, c'est en superficialité. Je veux dire, et d'une certaine manière, à la fois, ils sont admirables, ces jeunes, et à la fois, il y a des pertes intellectuelles. On le voit dans les universités. On ne peut pas avoir les mêmes enseignements qu'il y a 15 ans. Donc, ça me paraît déjà une mesure qui est une mesure d'hygiène. Deuxième mesure, je veux dire, c'est là, on avance déjà sur des choses que j'ai pas abordées, mais c'est former les élèves et tous les adultes qui ont en charge les jeunes à ce qu'on appelle le PSSM, premier soin santé mentale. Premier soin santé mentale, c'est une mesure européenne qui s'applique dans tous les pays de la communauté européenne et qui prend des formes très différentes selon les pays. Chez nous, ça s'appelle le PSSM. C'est premiers soins en santé mentale et ça permet à chacun d'avoir sur 2 ou 3 jours une formation qui sensibilise à ce que c'est que la santé mentale. De la même manière que vous avez des formations sur les premiers secours, les gestes à massage cardiaque, etc. Là, ce sont des formations, PSSM France existe, allez sur internet, il y a des formations partout en France. Je veux dire, et ça permet à tous ceux qui ont en charge des jeunes, des parents, des éducateurs, des professeurs, ben, de savoir décrypter les choses, de savoir se dire: «Tiens là, c'est pas normal son comportement. Tiens là, ça me parle et peut-être que je dois avoir une conduite plus adaptée avec lui» et faire un travail de relais vis-à-vis d'autres professionnels. Eh bien, c'est remettre du lien social, y compris entre les générations. Parce qu'on a perdu ça. Dans cette société que j'évoquais tout à l'heure, mais on s'est anesthésié à la souffrance de l'autre. Mmh. Et justement, il faut remettre de la compétence sociale, il faut remettre du relationnel. Et cette formation PSSM, l'idée, moi je fais partie du conseil scientifique de PSSM France, je veux dire, l'idée c'est de aussi
sensibiliser les jeunes entre eux-mêmes à qu'est-ce que c'est qu'un copain qui va pas bien? C'est réintroduire du relationnel. Les choses qu'on faisait naturellement quand on était jeune. Mais parce que on avait prise avec une réalité sociale, on avait prise avec des vrais gens. Aujourd'hui, les jeunes, ils se voient plus. Même, j'ai des collègues qui travaillent sur les activités physiques dans les clubs sportifs, et ils disent, mais aujourd'hui, les clubs sportifs n'arrivent pas à fonctionner parce que les gens, ils veulent plus faire d'activités collectives. En tout cas, ça n'a rien à voir avec ce qu'on trouvait il y a 30 ans. Aujourd'hui, même le sport est un sport individuel. Et on le voit, le succès, moi je suis coureur, hein, le succès de la course à pied, c'est une activité seule parmi les autres. Mais c'est seul. On n'est plus dans un échange. En tout cas, il n'est pas du même registre. Voyez, et donc, rien que ces mesures-là permettraient vraiment de, euh, de, 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 de donner des éléments concrets pour identifier, comprendre, améliorer les choses. C'est euh, sensibiliser à nouveau à la question de la nature. Ça a l'air drôle, secondaire, mais il faut réexpliquer les choses à des jeunes qui ne savent pas. Je veux dire, il faut que dans les cantines, il y a une vraie réflexion sur l'alimentation. Vous voyez, c'est tout ce spectre-là. Donc, c'est pas infaisable. C'est pas une vue de l'esprit. C'est pas un truc de psychologue qui est hors sol. Ce sont des choses tangibles pour lesquelles on a de la science et sur lesquelles on peut agir. Mais évidemment, la transformation, elle est d'un autre registre. Et elle implique une transformation sociétale. Je veux dire, et évidemment, la réponse, elle n'est pas faite de la psychothérapie. Mais qu'est-ce qu'on a fait de cette société? Qu'est-ce qu'on a fait de cet environnement dans lequel on est? Je veux dire, et on doit se poser là, parce que ma génération, je veux dire, a fait du mal. Je veux dire, on a été négligent de ce point de vue. Je veux dire, et la question, c'est comment est-ce qu'on peut réparer? Mais quand on dit réparer les individus, c'est aussi réparer la planète. Et ça aussi, c'est pas juste une posture idéologique, c'est pas juste une posture de valeur. C'est la conviction de quelqu'un qui s'intéresse à la science telle qu'elle est aujourd'hui et qui est aujourd'hui convaincu de l'idée que sans une approche systémique, on passera à côté de la problématique de la santé des jeunes. Et je le rappelle, puisque je te le disais en préambule, ne perdons jamais d'esprit une chose, c'est que nos jeunes, ce sont nos enfants. Et on arrive bientôt aux élections. Comment faire passer tous ces messages-là à nos politiques? Parce que c'est peut-être le bon moment pour les sensibiliser. Exactement, oui. Bah alors justement, alors moi je vais partout où on m'appelle. Je veux dire, pour défendre une conviction, parce que je veux dire, c'est une conviction. Je veux dire, je suis chercheur, je suis universitaire, mais je crois que mon travail, c'est aussi ça. Et je rencontre les politiques. J'étais il y a pas longtemps au conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle. Je dois intervenir également au conseil départemental dans le nord de la France. Je veux dire, je rencontre les gens et j'essaye de les questionner autour de ces questions-là, de leur dire qu'effectivement, on se doit d'avoir une réflexion beaucoup plus large. Et je crois que les politiques, ils font partie de la société. Et donc, ce sont aussi des gens qu'il faut sensibiliser. Et c'est tout le sens aussi de ce livre, sans compter tout ce qui se passe dans les familles, tout le champ de l'adversité qui mériterait là aussi qu'on en débatte et qui est au cœur de la réflexion. Mais c'est un autre volet. Mais je crois que les citoyens, et on le voit, il y a une prise de conscience qui est de plus en plus forte, parce que la question de l'écologie, même les partis les plus extrêmes à droite et à gauche, en font un objet, alors que ces mêmes partis à droite et à gauche, je veux dire, étaient parmi ceux qui re-questionnaient les rapports du GIEC, donc sur l'état de la planète. Donc il y a une évolution des mentalités, mais franchement, ça avance pas assez vite, parce que à côté de ça, vous avez quand même des jeunes, je veux dire, qui sont amputés de leur devenir. Parce que je voudrais quand même dire une chose.
Je veux dire, on aurait pu en parler aussi, on est fasciné par la capacité d'adaptation. Oui, il faut s'adapter, il faut se mobiliser et puis on est fasciné par la question de la résilience. Ça voilà, on pourrait discuter de ça aussi. Mais toute adaptation est un détournement. C'est ça qu'il faut ne pas oublier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, il faut s'adapter en permanence. Oui, c'est épuisant ce que je disais tout à l'heure, mais à partir du moment où je m'adapte, je me détourne fondamentalement de celui ou de celle que j'aurais dû être. Je deviens autre chose, peut-être mieux, peut-être moins bien, mais la question n'est pas seulement là. C'était pas ça que j'aurais dû être. Mmh. Donc c'est un hold-up d'adaptation. Quand les gens sont obligés de s'adapter, je veux dire, c'est un hold-up, au sens où on les oblige à un processus de transformation, je veux dire, qui aurait peut-être pu donner autre chose d'eux-mêmes. Encore une fois, mieux, on s'en sort, tant mieux, c'est beau, mais à vouloir regarder en permanence, de façon admirative, ceux qui s'adaptent, à vouloir exiger des gens qu'ils s'adaptent, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais on normalise les conditions dans lesquelles on les a mis et qui les ont conduits à cela. La question n'est pas celle de l'adaptation, la question c'est les dimensions inacceptables de l'environnement dans lesquels ces gens ont été mis et qui les ont conduits à devoir s'adapter. Et s'adapter, c'est un détournement de celui qu'on aurait pu être et qu'on ne sera jamais. Alors, je reviens à ton livre. Malgré tous ces constats qui sont, quand même inquiétants et qui peuvent faire froid dans le dos et je vois qu'il y a beaucoup de réactions, dans la discussion à ce propos, ton livre reste quand même profondément porteur d'espoir. Donc qu'est-ce qui protège les jeunes, en fait? Oui, oui, c'est porteur d'espoir. D'ailleurs, je suis plein de ça, hein. Ce qui protège les jeunes aujourd'hui, parce que c'est ça que je trouve admirable, c'est qu'au fond, oui, certains vont mal, c'est vrai, mais je veux dire, tous ne vont pas mal. Je veux dire, et c'est ça qui est admirable. Je les trouve force de proposition, je les trouve, contrairement à nous, engagés pour certains. Et à l'inverse, d'autres, ils sont désengagés. Mais encore une fois, je veux dire, ceux qu'on considère comme désengagés, pas motivés, etc. Je veux dire, moi, je pense que ça relève parfois d'une adaptation intelligente, hein, de prendre de la distance par rapport à tout ça, de prendre de l'intelligence par rapport à un système. Et je pense que cette capacité au cynisme, et bien, c'est aussi une manière de se protéger. Voilà. Et d'aller chercher, dans des causes qui peuvent être des causes, voilà, autour de la nature, autour des causes humanitaires parfois, je veux dire, autour, d'une volonté à pas se perdre dans le travail. Et ça nous scandalise parfois, hein, quand on voit, des médecins, des psys, des diplômés, ou d'autres métiers qui disent: «Bah ouais, moi j'ai pas envie de me tuer au travail, hein». Je veux dire, moi ça m'intéresse pas de faire des heures supplémentaires. Moi, je fais mes heures et moi, j'ai une vie à côté. Je veux dire, eh ben, au fond, ils ont développé, à défaut qu'on leur propose autre chose, ils ont développé des stratégies de survie et d'adaptation pour faire face. Donc, je trouve que c'est plutôt ajusté. Après, toutes les générations font comme elles peuvent, hein. Je veux dire, c'est pas une génération perdue non plus, hein, il faut pas non plus exagérer. Mon discours, il est pas négatif, il essaye de pointer un dysfonctionnement systémique. Je veux dire, et la question que je vois apparaître, oui, mais quelle proposition, et c'est un peu ce que tu me disais tout à l'heure. Je veux dire, je suis désolé, je veux dire, c'est pas, on peut pas régler un problème complexe avec des réponses simplistes. Je veux dire, quand on est face à un problème structurel, il faut des réponses structurelles. J'ai commencé à en donner, mais moi je suis pas, encore une fois, je donne à mon niveau avec ce que je sais. Je veux dire, après, charge aux politiques d'avoir quelque chose de ça. Et les politiques, je suis désolé, c'est vous et moi qui les élisons. Donc, à un moment donné, c'est quelle société on veut. Je veux dire, ou alors on considère que de toute façon c'est mort et qu'on fera jamais rien et qu'on peut rien bouger. Je veux dire, ce que je pense pas. Et peut-être que les transformations viendront de cette jeunesse-là.
quel message faire passer aux parents déjà? Aux parents et aux grands-parents que nous sommes? Eh bien, d'abord, et ça c'est vraiment important, on a besoin d'une autre parentalité aujourd'hui. Une parentalité qui s'arrête pas à 20 ans, parce qu'on voit que dans ce qu'on regarde chez les jeunes, jusqu'à 30 ans, ce sont des jeunes qui ont besoin d'une parentalité qui dure sur le long terme, et d'avoir des repères, qui sont stables et qui s'inscrivent sur le long terme. C'est pas forcément évident, hein. Je veux dire, d'essayer d'être là pour des enfants, peut-être que nous, à 18 ou 20 ans, on était autonomes. Je veux dire, là, il y a quelque chose d'un accompagnement qui doit être, beaucoup plus long, je pense. Il y a une autre parentalité à inventer pour ces jeunes, qui rentrent beaucoup plus tard sur le marché du travail et qui rentrent pas avec la même certitude que fut la nôtre. Ensuite, c'est se dire que la question de la santé mentale, c'est pas accessoire. Il faut repérer tous les changements brutaux, toutes les transformations, inhabituelles dans les comportements. Être vigilant à ça et être capable d'en parler. Alors, ça vient questionner la relation avec les parents, inévitablement, hein, puisque, on parle de ça dans des relations qui sont suffisamment sécurisées. Bon, là, on n'a pas eu le temps d'aborder ces questions-là aussi. Mais je veux dire, être à l'écoute. Et puis, au fond, être capable, de voilà, d'aborder, ces questionnements-là, de les accompagner dans un questionnement existentiel, qui peut être extrêmement insécure pour nous aussi. D'accord? Et parfois, ça peut nécessiter qu'on se fasse aider, pas forcément de psychologue, hein. Je veux dire, je trouve que la philosophie nous amène des choses, des repères intéressants pour penser le rapport au réel. Et puis l'autre aspect, c'est, faire en sorte que peut-être, hein, dans les entreprises aussi, on puisse, voilà, repenser un rapport au travail, qui soit différent, qui puisse être évolutif. Le travail, les entreprises n'ont pas pour mission de rendre les gens heureux, ça c'est de la foutaise. Je veux dire, mais à l'inverse, le travail et les entreprises n'ont pas non plus pour mission de détruire la santé des gens. Donc il y a un compromis à trouver qu'on a du mal à trouver. OK, et si tu avais une idée reçue à faire disparaître sur la santé mentale des jeunes, laquelle choisirais-tu? Bien, je dirais que, et j'ai pas eu le temps d'en parler, alors peut-être qu'on aura le temps à une autre fois, parce que c'est un point extrêmement important pour moi, et des travaux qu'on mène actuellement, c'est que il faut pas prendre par-dessus la jambe la question de la santé mentale. Ne pas considérer ça comme une faiblesse. Parce que, et je vais juste chose, très simple, mais en même temps très technique, c'est qu'on, la question n'est pas santé mentale qui détermine la santé physique. Non, ça c'est ce qu'on a cru pendant longtemps. Aujourd'hui, on a montré que face à des environnements qui sont contraignants, je ne dis pas stressants ou traumatiques, parce que ça amènerait un autre raisonnement encore. Ça mobilise tout un système physiologique, immunitaire, épigénétique qui va conduire à la survenue de problématiques qui sont, et c'est ça qui est important, sur le même registre, soit mental, soit physique. En d'autres termes, on a montré, par exemple, que les cytokines, qui sont un peu les molécules libérées par le système immunitaire, eh bien, les cytokines pro-inflammatoires, étaient, les mêmes qu'on retrouvait dans le cerveau pour déclencher des états dépressifs ou dans les maladies cardiovasculaires pour déclencher des infarctus ou déclencher des douleurs chroniques. Et qu'en fait, ces cytokines pro-inflammatoires, elles étaient la conséquence d'un système de contraintes répétées dans lequel les individus étaient plongés. En d'autres termes, vous pouvez avoir une dépression, vous pouvez avoir un trouble cardiovasculaire, eh bien, l'un et l'autre relèvent du même registre. Or,
le gros problème, c'est que quand vous allez voir votre médecin, et j'en resterai là, quand vous allez voir le psychologue, il vous intéresse sur votre histoire pour comprendre comment vous en êtes arrivé là. Mais quand vous allez voir le cardiologue ou le diabétologue ou celui qui s'intéresse de vos problèmes de rein, en aucun cas, il vous demande si dans votre vie, vous avez vécu des choses difficiles, des stress chroniques ou des épreuves tout au long de votre vie. C'est-à-dire qu'on traite la maladie chronique comme une espèce d'entité dans l'ici et maintenant, alors qu'elle mériterait, comme la maladie mentale ou les troubles psychopathologiques, d'être inscrite dans une histoire de vie. Et donc, la croyance dont il faut se défaire, c'est que les problématiques de santé mentale sont anodines. Elles ne sont pas anodines. Je veux dire, elles sont toujours, toujours des réponses adaptatives. Et oui, la dépression est une réponse adaptative. L'anxiété est une réponse adaptative. Je veux dire, sauf que l'alcoolisme est une réponse adaptative. Sauf que ce sont des réponses de l'organisme qui, d'une certaine manière, n'a pas trouvé le mieux à proposer et qui vont se retourner contre l'individu et créer les conditions de la survenue d'un problème de santé altéré. Donc, la croyance dont il faut se défaire, c'est de considérer que les problématiques de santé mentale sont accessoires, anecdotiques, secondaires, liées à la force de caractère des uns et des autres. C'est d'une aberration sans nom. Et pour aller dans la même veine, si tu pouvais faire lire une seule page de ton livre à tous les décideurs politiques, laquelle choisirais-tu? Alors, je vais voir, j'ai dû les trucs. Alors, voilà, tiens, je vais vous lire ça. Parce que c'est un livre que j'ai écrit avec beaucoup de moi. Et je crois, ce qu'on m'en dit, c'est qu'il est plutôt bien écrit. Je confirme. Grandir n'a jamais été simple, mais grandir aujourd'hui, c'est autre chose. C'est apprendre à tenir debout dans un monde instable, fragmenté, accéléré. C'est se construire alors que les repères se déplacent sans cesse. C'est chercher sa place quand l'horizon paraît déjà saturé d'alertes, d'injonctions, de menaces. Les jeunes que j'ai rencontrés ces dernières années ne manquent ni d'intelligence, ni de lucidité, ni d'engagement. Ce qui leur manque, bien souvent, ce sont des espaces pour respirer, des lieux où l'on peut douter sans être disqualifié, des temps où l'on peut ralentir sans avoir le sentiment de disparaître. Ils vivent dans un monde qui exige beaucoup, réussir tôt, choisir vite, être performant, visible, adaptable. Un monde qui parle d'autonomie mais tolère mal la fragilité. Un monde qui promet des possibles tout en laissant entendre que l'échec est toujours individuel. Génération à vif est née de cette tension, de ces voix entendues en consultation, dans les amphithéâtres, dans les échanges informels, de cette impression persistante que quelque chose craque silencieusement chez celles et ceux qui devraient être portés par l'élan de la jeunesse. Ce livre ne cherche pas des coupables, il cherche à comprendre, à relier les souffrances individuelles à des contraintes collectives, à montrer que le mal-être n'est pas un défaut personnel, mais souvent une réponse humaine à des environnements devenus éprouvants. Ce que je vous propose ici, ce n'est pas une leçon sur la jeunesse, c'est une traversée, une invitation à écouter autrement, à regarder ce que ces fragilités disent de notre monde, et peut-être, à partir de là, à imaginer d'autres manières de faire société. Merci beaucoup pour cette lecture. Hem, je vois qu'on arrive au terme de ce qui avait été prévu. Donc, tu l'as évoqué, est-ce qu'on pourrait se retrouver à la rentrée, peut-être en septembre ou à un moment pour, continuer et approfondir? Oui, parce qu'il y a toute la partie sur justement l'adversité, qu'est-ce que c'est que la santé mentale, le lien entre santé mentale et santé physique et
cette part intra-individuelle, je dirais, que j'ai pas évoquée, puisque j'ai évoqué essentiellement aujourd'hui la question du contexte, et je pense que ce serait le deuxième versant qui, si cela peut t'intéresser et intéresser les auditeurs, pourrait être abordé et j'en serais ravi. Eh bien, vu les réactions, tout au long là que je lisais, certainement oui. Il y a des questions très spécifiques, notamment une concernant, le Cameroun et je ne sais pas si tu l'as vu, si tu souhaites répondre. Heu, Concernant quoi? le Cameroun, spécifiquement la jeunesse Ah oui. camerounaise. Il y a également, outre ton livre, est-ce qu'il y a des, lectures à conseiller aux jeunes, justement pour qu'ils puissent prendre du recul et alors moi je dirais déjà celui-là et est-ce que tu en as d'autres pour favoriser peut-être la résilience ou en tout cas la réflexion, la prise de recul par rapport à tout ce qui tous les Mais problèmes? il y a le livre alors, qui existe en livre audio aussi, que j'ai écrit il y a quelques années, qui s'appelle Les maladies ne tombent peut-être pas du ciel, où justement j'aborde le versant plus, je dirais, vécu personnel et comment santé mentale et santé physique sont en lien. Ouais. Voilà. Et puis il existe en audio, donc il a été traduit dans plusieurs langues, donc c'est quelque chose d'intéressant. OK. Eh bien, écoute, je te laisse le mot de la fin. Je veux d'abord, avant de te laisser le mot de la fin, puisque je ne vais pas le reprendre la parole derrière, vraiment te remercier, beaucoup pour cette conférence qui vraiment a passionné les personnes. Je vous rappelle que le replay sera bientôt très bientôt disponible, certainement demain et donc j'ai bien noté qu'en septembre, on se revoit pour la suite. Je te laisse, la parole pour conclure. Je dirais que, et pour rester sur le volet que j'ai abordé avec vous aujourd'hui, euh, ce qui est difficile à notre époque, y compris pour moi, je crois, euh, c'est que toujours le sentiment d'être en mouvement et toujours le sentiment de ne jamais être à la bonne place et de courir derrière un monde qui est déjà ailleurs. Et je trouve que cette sensation-là, elle est véritablement inhérente à notre époque. Et que on a peut-être deux choix, et ce sont des choix ontologiques qui nous responsabilisent. Parce que c'est pas, ça ne génère pas seulement de la fatigue ou du stress, ça nous conduit à une sorte d'incapacité à habiter notre propre vie. Et j'ai le sentiment que cette époque, plus que les autres, euh, nous a fait devenir des sortes de SDF de notre propre vie. On est sorti de ce que devait être notre chez-soi et notre soi intérieur. Et sans rentrer dans des choses philosophiques dont je suis pas très friand, méditative, etc., que je trouve intéressantes, mais c'est pas ma culture, et vous m'en excuserez. Je pense que tout ça doit nous conduire chacun à avoir une réflexion sur comment, à notre propre échelle, transformer les choses, parce que les transformer à notre propre échelle, c'est de proche en proche essayer de les transformer à l'échelle de notre environnement social, et c'est sans doute cet environnement social qui pourra agir sur nos enfants. Parce qu'encore une fois, je le redis, c'est la troisième fois, mais c'est quelque chose auquel je tiens. Ces jeunes dont on parle, ces jeunes dont je parle, ce sont vos enfants, ce sont mes enfants, et au fond, on leur doit bien ça. Merci beaucoup Cyril et bonne soirée à tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir.